Aujourd'hui, j'accueille avec grand plaisir Ignacio Ramonet. C'est quelqu'un qui a ce regard rare, qui relie l'Europe et le Sud global. Il parle du monde qui bascule et de ce que cela change pour nos vies ici. On va parler des médias, de la géopolitique et de paix. On va parler des États-Unis et de leur agressivité croissante, l'été de l'humiliation pour l'Europe et du rôle nouveau du Sud global. Ceci est aussi un épisode un peu particulier de mon podcast Tout bascule parce qu'on enregistre cet épisode en direct Manifiesta, la fête de la solidarité à Ostende. Ambiance, fête et débat garantis. Et avant de commencer, un petit rappel, abonnez-vous à Tout bascule. Les plateformes montrent de moins en moins les contenus politiques, donc c'est important de vous abonner ici aussi à Manifiesta et vous, chez vous, à la maison, partagez le podcast, parlez-en autour de vous, ça nous aide vraiment. J'ai le plaisir d'avoir chez moi Ignacio Ramonet. Bienvenue Ignacio à Manifiesta. Merci beaucoup, merci mon cher Peter. Je suis moi-même très content d'être ici. J'ai souvent entendu parler de Manifiesta. J'ai eu parfois l'occasion de venir, je n'ai pas pu venir et c'est la première fois que je viens et c'est avec beaucoup de plaisir parce que je suis un lecteur aussi de tes livres, notamment de Mutinerie. Je suis un admirateur de ton travail, de ta réflexion. Et donc, c'est un double plaisir. Plaisir d'être à Manifiesta, plaisir de converser avec toi. Et le plaisir est nôtre, cher Ignacio. Je vais te présenter quand même pour ceux qui ne te connaissent pas. Tu as été pendant longtemps le directeur du journal Le Monde diplomatique et tu es président de l'association Mémoire de lutte. Tu es un intellectuel engagé, un connaisseur aussi de l'Amérique latine, où tu passes d'ailleurs une partie de l'année et tu as publié de nombreux livres, surtout sur la géopolitique ou encore sur les médias. Et tu es aussi l'auteur d'un livre très marquant et passionnant, Fidel Castro, biographie à deux voix, un long entretien avec Castro publié en 2007 en français. Et c'est important parce qu'on va fêter le centenaire. Ce livre avec Fidel Castro, c'est important pour vous? C'est important. Je pense que pour moi, c'est très important parce que j'ai toujours suivi la carrière de Fidel Castro depuis pratiquement que j'étais adolescent, donc ça fait longtemps. Je me suis intéressé évidemment à la révolution cubaine, comme toute ma génération, et j'ai connu Fidel Castro depuis longtemps. Et en fait, Fidel Castro a donné peu d'entretiens dans sa vie. Il en a donné quelques-uns, de longs entretiens, mais 4 grands entretiens. Et celui-ci était le 5e. Et on l'a fait au moment où il avait déjà 80 ans. Il était pratiquement à la fin de sa vie active comme dirigeant politique. Et je pense qu'il avait envie de laisser un message, de transmettre un peu disons, une leçon de son extraordinaire expérience dans la vie, et nous avons pu le faire. C'est un travail de 5 ans, pendant 5 ans, on a travaillé à élaborer ce livre en commun, et le résultat, je veux dire, est important. Pourquoi ? Parce que de tout ce qu'a fait Fidel Castro sur le plan de la théorie, sur le plan des écrits, tout le monde connaît ses discours, en fait, disons, le livre qui condense le mieux sa pensée, son expérience et l'expérience de la révolution cubaine, c'est ce livre-là. C'est pourquoi il a eu beaucoup de succès à l'échelle internationale. C'est un livre qui a été traduit pratiquement dans toutes les langues importantes à l'échelle internationale, et c'est un livre qui, pour Fidel, était très important. Et l'actualité de ce livre, comment vous le voyez? Parce que vous l'avez eu, cet entretien dans les années 80 ou... Non, on a fait ce livre de 2003 à 2006. 2003, 2004, 2005, 2006, voilà. Et donc c'est à peu près 5 ans. On avait travaillé avec lui à partir de 2001. Alors quelle est l'actualité ? Je crois que l'expérience de Fidel, notamment au moment de la révolution cubaine, est aujourd'hui d'actualité. Parce que la question Fidel, finalement, il fait partie de ce qu'on a appelé la décolonisation. C'est un des auteurs de la décolonisation. En général, on limite la décolonisation aux pays d'Afrique ou d'Asie, n'est-ce pas ? Pour l'Amérique latine, la libération de l'Amérique latine se passe au début du XXe siècle. Mais, et c'est vrai que
au début du 19e siècle, l'Amérique latine se libère de l'impérialisme espagnol ou de l'empire espagnol, mais tombe tout de suite sous la domination économique de la Grande-Bretagne, le grand empire du 19e siècle, et puis au cours du 20e siècle, de l'impérialisme américain. Donc Fidel Castro libère Cuba et donne le signal de la néocolonisation. Il libère le pays de la néocolonisation, qui est un petit peu l'expérience qui suit à une colonisation. C'est pourquoi Fidel, c'est pas seulement Fidel, c'est aussi la libération de l'Angola, c'est Che Guevara en Afrique, Che Guevara en Amérique latine, c'est la libération du Nicaragua. Et je crois qu'aujourd'hui, c'est-à-dire à peu près 70 ans après la révolution cubaine, la question de la libération d'une forme d'oppression économique, de domination néo-impériale, se pose de nouveau. D'une autre façon, bien entendu. On entend aussi dire qu'à ce moment-là, au niveau de l'articulation politique, ce que Fidel a fait, ce que le mouvement non-allié a fait, c'était politiquement, sur le plan anti-néocolonial, anti-impérialiste, important. C'était économiquement beaucoup plus difficile à cette époque-là. Peut-être aujourd'hui, si on voit les BRICS, donc les pays dans le sud global qui sont en train de monter, ils ont peut-être l'inverse, c'est-à-dire plus de poids économiquement, mais peut-être moins de poids politiquement. Est-ce que c'est correct ou comment vous voyez ces choses? On peut le dire comme ça. Quand la révolution triomphe à Cuba, c'est 1959. Le tiers-monde, ce qu'on appelait à l'époque le tiers-monde, on peut dire que théoriquement, il naît exactement en 1955. Pourquoi? Parce qu'en 1955, en Indonésie, qui était une colonie hollandaise qui s'était libérée, se fait la première rencontre des dirigeants qui sont maintenant indépendants et c'est ce qu'on appelle la conférence de Bandung. À Bandung, il y a à la fois Nasser qui représente la libération des pays arabes. Il y a Nehru, qui représente la libération, évidemment, de l'Inde par rapport à l'Empire britannique. Il y a Sukarno, qui représente la libération de l'Indonésie et des pays de l'Est. Et il y a Zhou Enlai, qui représente la libération de la Chine, qui vient de se libérer en 1949. Mais Cuba n'est pas encore là, parce que Cuba ne s'est pas encore libéré. Ensuite, Cuba va réussir à organiser les non-alignés, ce qu'on a appelé l'OLAS, l'Organisation de libération des pays d'Asie, d'Afrique, etc. Et donc, il y a effectivement cette politisation de la libération du tiers-monde, la lutte pour la libération. Il faut se rendre compte qu'en 1959, pour prendre cet âge-là, plus de la moitié de l'humanité était encore colonisée, à la fin de la Seconde Guerre mondiale, disons. Plus de la moitié de l'humanité, avec la Chine, l'Inde, etc., qui était encore sous une forme de domination coloniale. Toute l'Afrique était encore colonisée. Et donc, il fallait organiser politiquement cette libération. La situation aujourd'hui, comme tu le dis, et c'est juste, les BRICS, c'est on ne peut pas dire organisation, parce qu'il n'y a pas d'organisation, il n'y a pas de cimentation. Mais, disons, c'est une sorte de rencontre d'États qui sont indépendants, d'États qui sont, pour certains d'entre eux, extrêmement puissants, la Chine, la Russie, bien entendu, etc. Mais ce sont des pays qui, politiquement, n'arrivent pas à se donner quelque chose comme un programme commun. Il n'y a pas de programme commun. Qu'est-ce qu'ils ont en commun, les BRICS? Si on prend les BRICS sans la Russie, on dirait que ce sont des pays ex-colonisés. Tous sont des pays ex-colonisés. Évidemment la Chine, évidemment l'Inde, évidemment l'Afrique du Sud et évidemment le Brésil. Je parle des fondateurs. Mais c'est la même chose pour le reste. Et si on parle de la Russie, et si on ajoute la Russie, qu'est-ce qu'ils ont en commun avec la Russie? C'est que ce sont tous des pays non occidentaux. C'est pas des pays anti-occidentaux, parce que certains d'entre eux sont pro-occidentaux, mais ils sont non occidentaux. C'est-à-dire ils ne sont ni européens, ni nord-américains. Et ça, c'est déjà une caractéristique aujourd'hui qui est déterminante. Pourquoi? Parce que le monde dans lequel nous vivons, le monde tel qu'il est aujourd'hui, il a été politiquement
dessinée, déterminée, organisée par les vainqueurs de la Seconde Guerre mondiale, qui sont tous des Occidentaux. Même si depuis, on a changé, parce que la Chine nationaliste a été remplacée par la Chine populaire, et la Russie n'est plus la Russie soviétique. Mais les critères d'organisation du monde ont été déterminés par des critères occidentaux, et aujourd'hui, évidemment, ce qu'on appelle l'Occident est en recul sur beaucoup d'aspects, pas seulement démographiques, mais dans d'autres aspects également. En même temps, on voit que au niveau de la Maison-Blanche, aux États-Unis, il y a une nervosité quand même vis-à-vis de la Chine et les BRICS. Est-ce qu'il y a un début du déclin de l'empire des États-Unis ou est-ce que c'est pas le cas? C'est quoi cette nervosité qui est là à la Maison-Blanche? Pas seulement chez Trump, mais il y avait le pivot to Asia d'Obama, il y avait Biden, etc. Donc, il y a une certaine nervosité quand même. Cette nervosité que tu signales et qui est juste, elle témoigne bien elle est significative du sentiment qu'ont les États-Unis, globalement, d'être en train de perdre, disons, leur domination solitaire du monde. Finalement, une situation qu'ils avaient acquise avec l'effondrement de l'Union soviétique en 1991. Depuis l'effondrement de l'Union soviétique, depuis, par conséquent, une trentaine d'années, peut-être 35 ans, un tiers de siècle, les États-Unis ont dominé le monde d'aujourd'hui. Finalement, ils ont gagné la guerre froide. Mais ils sentent bien aujourd'hui, avec l'émergence notamment technologique de la Chine, que leur domination vacille. Et cette nervosité, elle s'exprime de cette manière-là, notamment si on pense à Donald Trump, par une sorte d'ambition néocoloniale. Par exemple, annexer le Canada. Par exemple, racheter ou annexer le Groenland. C'est-à-dire constituer des États-Unis d'Amérique du Nord en intégrant le Groenland et le Canada. Par exemple, récupérer le canal de Panama, ce qu'ils font de fait. Parce que militairement, ils l'ont réoccupé. Pas sur le plan de la souveraineté théorique, mais dans la pratique militaire, ils l'ont réoccupé. Donc, il y a aussi la pression actuelle que l'on voit contre le Venezuela, avec l'idée de s'emparer des extraordinaires richesses, pas seulement en hydrocarbures, mais en or, en métaux précieux, etc., du Venezuela. Actuellement, au moment où nous parlons, il y a donc cette idée de constituer un contrepoids qui pourrait éviter l'émergence ou la domination de la Chine demain, notamment si la Chine étend ses réseaux d'investissement ou commerciaux à l'Amérique latine, comme elle vient de le faire, ou comme elle le fait déjà en Afrique. Comment vous voyez alors la position de l'Union européenne ou des pays européens dans tout ce changement mondial? Parce qu'on a l'impression que, par exemple, cet été, les États européens étaient humiliés par Mr. Trump. Il y avait l'accord sur l'OTAN, les 5%, il y avait le deal des tarifs, c'était un rip-off, c'était pas vraiment un deal. Donc, comment vous voyez alors ce qui se passe ou ce qui ne se passe pas en Europe? Peter, je crois que ce qui s'est passé cet été, ce qui s'est passé les semaines récentes, je veux dire, en tant qu'Européens, ça a été une profonde humiliation. Tu l'as dit, c'est une profonde humiliation. En tant qu'Européens, nous nous sommes sentis très humiliés par, si tu veux, l'attitude de vassalisation qu'a actuellement l'Europe d'une manière très manifeste, très explicite, à l'égard des États-Unis. Jamais on sait, bien entendu, que depuis 1945, les États-Unis sont présents militairement en Europe, qu'il y a eu le plan Marshall, que l'Europe est redevable de beaucoup de choses, l'Europe occidentale, à l'égard des États-Unis, en particulier la libération. Il n'y a pas de doute qu'ils ont pesé, peut-être pas autant que l'Union soviétique, mais ils ont contribué, et la reconnaissance à cet égard est très importante. Mais ce qui s'est passé cet été, c'est la démonstration que l'Union européenne, non seulement elle n'existe pas politiquement, en matière de politique internationale, mais qu'elle dérive complètement sans la moindre, disons, sans la moindre cohérence de pilotage
face aux États-Unis. Je te donne 2 exemples là-dessus. Quand la crise de l'Ukraine a commencé, la crise de l'Ukraine est une crise gravissime. C'est la première grande guerre entre 2 grands États depuis la Seconde Guerre mondiale. Jamais il n'y a eu une conflagration à ce niveau dans le monde, parce que il y a eu soit des États qui étaient attaqués par des organisations non étatiques armées, les guérillas en Amérique latine, Al-Qaïda contre les États-Unis, etc., ou au Vietnam, mais des confrontations entre États, c'était avec des inégalités énormes. C'est les États-Unis contre l'Irak, ou les États-Unis et l'alliance organisée autour des États-Unis contre l'Irak. Évidemment, très inégale. Mais cette confrontation avec l'Ukraine est évidemment une confrontation d'un autre niveau. Mais, disons qu'elle se basait, je ne vais pas faire l'histoire de l'Ukraine, mais elle se basait sur un malentendu qui se traînait depuis 1994, 2014, etc. Et il n'y avait pas eu une pression de l'européenne suffisante pour arriver à un accord avec la Russie. Biden et l'administration Biden a embarqué toute l'Europe sur une confrontation contre la Russie, et notamment l'Allemagne. L'Allemagne, dont tout l'outil industriel et toute la capacité de l'Allemagne à être économiquement l'Allemagne dépendait de l'énergie bon marché russe, le pétrole et le gaz bon marché russe. Donc, avant de prendre une décision qui passait par une rupture radicale, voire un début de guerre contre la Russie, il fallait réfléchir. Est-ce qu'on peut arriver à un accord? Est-ce qu'on peut discuter? Est-ce qu'on peut négocier? Est-ce qu'on peut avoir des garanties? Je ne dis pas qu'il fallait brader, bien entendu, l'indépendance ou le territoire de l'Ukraine. Je dis qu'il fallait discuter avant les conséquences inévitables que nous voyons actuellement. La récession en Allemagne, le désastre économique en Europe. Mais on a suivi Biden. Toute l'Europe a suivi Biden parce que Biden voulait cette politique-là de confrontation avec la Russie. Ce que ne voulait pas Obama, d'ailleurs, en son temps, qui le faisait autrement, mais dont la préoccupation était déjà la Chine. Et puis voilà que Trump arrive, et Trump n'a pas la même attitude vis-à-vis de la Russie. On le voit bien. On voit bien ce qui s'est passé en Alaska. Et l'Europe ne sait pas quoi faire maintenant. Parce qu'elle s'est embarquée avec Biden sur une thèse de confrontation radicale, quand Trump ne veut pas de la confrontation radicale. Alors nous avons maintenant les Européens qui sont plus va-t-en-guerre que les Américains en ce qui concerne la Russie, alors que ce n'est pas forcément leurs intérêts économiques et tout ce qui en découle. Ça, c'est une première. La deuxième, c'est la politique des taxes. C'est-à-dire, Trump a posé 2 conditions aux Européens. D'abord, financer leur défense. Vous êtes engagé dans une confrontation avec la Russie, financez votre défense, et le financer jusqu'à 5% du PIB. Il y a des pays en Europe qui ne dépensent même pas 2% du PIB. Parce qu'avant, c'était 2%, tu te souviens? Et qui, déjà, pour arriver à 2%, doivent faire un effort considérable. Maintenant, c'est 5%. Et d'autre part, il y a également l'exigence actuelle de l'accord d'Écosse avec Ursula von der Leyen, qui a été l'expression de l'humiliation européenne, puisque Trump a reçu finalement la présidente de la Commission européenne, il l'a reçue dans un terrain de golf à lui. C'est même pas un territoire européen, c'est un territoire Trump, alors qu'il était en principe en Europe, pas en Union européenne, puisque le Royaume-Uni n'en fait pas partie. C'est là, il a posé un drapeau européen, un drapeau américain, mon golf, c'est le territoire. Et là, il a imposé aux Européens 15% de taxes sur tous les produits américains, alors que le Royaume-Uni ne paie que 10%. Mais en plus de ça, Peter, souviens-toi, il a exigé que les Européens fassent des investissements aux États-Unis pour un montant de 400 milliards et qu'ils achètent de l'armement américain pour un montant de 600 milliards. Ou l'inverse, j'ai oublié en ce moment. Ou 400 milliards pour acheter des armements et 600 milliards d'investissements. Donc ça veut dire, à l'heure où regarde ce qui se passe en France. En France, le gouvernement vient de tomber
parce qu'il a proposé un budget pour économiser 44 milliards. Au moment où on demande aux gens, on vous retire des jours de congé, on baisse les retraites, on fige le budget de l'année sans augmentation. En même temps, on va investir aux États-Unis pour 600 milliards de dollars et on va payer des taxes aux Américains de 15%. Je veux dire, la question, tu as raison, c'est où est l'Europe? Parce que aussi dans la crise européenne, donc tu viens d'en parler, le gouvernement en France est en crise permanente, on a l'idée. Il y a aux Pays-Bas aussi le gouvernement qui est en crise, il y a la Serbie, etc. Il y a aussi la situation en Angleterre qui est difficile. Et donc cette crise politique européenne et ces actes d'autodestruction qu'on voit devant nous, et tu avais raison d'en parler. Par exemple, l'acte de couper l'industrie allemande du gaz russe bien marché. Comment est possible tout ça? Comment ces actes d'autodestruction sont possibles par des dirigeants européens? Comment vous le... C'est très difficile à expliquer, mais le résultat est là. Tu as maintenant des sociétés qui ne croient pas que ces dirigeants soient représentatifs. Tu as maintenant des sociétés qui ont à l'égard, notamment au moment où nous parlons, qui considèrent que tout ce leadership européen, en tout cas une partie importante du leadership européen, si tu prends les 3 pays, disons, qui sont traditionnellement les pays les plus importants en Europe, en raison de leur PIB, en raison de leur importance. Je ne parle pas de l'Union européenne, puisque j'intègre le Royaume-Uni, mais tu as l'Allemagne, le Royaume-Uni et la France. Regarde la situation. Les dirigeants de ces 3 pays, ne parlons pas de la France, Macron ne représente... La popularité de Macron est de l'ordre de 15%. De 15%. C'est le président. Hein? Et c'est le président élu. Il croit qu'il a été élu. Vous savez très bien qu'il a été élu parce que les gens ont voté contre le Front National. Et c'est pour ça qu'il est élu. Mais la même chose se pose pour Merz, qui a été mal élu dans une coalition très compliquée. Et même pour Stammer, qui... Bon, Corbyn le disait tout à l'heure en expliquant comment est la situation au Royaume-Uni. Il y a quand même une montée formidable de l'extrême droite. En Allemagne, l'extrême droite, ici, j'imagine que vous suivez très bien l'Allemagne, elle représente déjà plus de 25% de l'électorat. Et regardez ce qui s'est passé hier au Royaume-Uni, avec une manifestation de plus de 100 000 personnes d'extrême droite au Royaume-Uni. Donc, c'est des choses qu'on n'avait jamais vues. Pourquoi? Eh bien oui, d'une part, parce que les dirigeants européens ne donnent pas l'impression d'être des dirigeants qui, d'abord, se préoccupent de leur société, sont des espèces de girouettes entre les mains, et puis voilà, cette attitude de capitulation permanente face aux États-Unis, face à un dirigeant aussi fantasque, aussi imprévisible, aussi loufoque que Donald Trump. Parce que il est évident qu'on n'a pas affaire à un président américain avec un grand projet. C'est quand même un improviseur permanent. Ignacio, toi, tu es régulièrement en Amérique latine. Comment tu crois que les gens en Amérique latine, eux, ils voient la situation de l'Europe et cette situation qu'on vient de décrire? Est-ce qu'on en parle au Mexique, etc. Comment les gens là-bas voient la situation de l'Europe? Je vais te dire, il y a 40 ans, 50 ans, tu te promenais en Afrique, tu allais en Afrique, dans n'importe quel pays d'Afrique, ou tu allais dans n'importe quel pays d'Amérique latine, et l'Europe était une référence constante, qui venait du fait de sa tradition coloniale. Mais tu arrivais dans un pays d'Afrique, et si tu veux, tu avais une communauté européenne importante, tu avais des journaux, des médias qui étaient pilotés par des Européens, des clubs de réflexion, des librairies, des associations, des partis. L'Europe était très présente. Aujourd'hui, tu me poses la question, tu vas en Amérique latine, de l'Europe, il n'est jamais question. Moi, je dis, mes amis me demandent, quand tu vas en Amérique latine, qu'est-ce qu'ils disent de Macron? Je dis de Macron, ils me disent, ah, c'est le mari de Brigitte. Parce que Brigitte, elle est populaire en Amérique latine. Mais personne ne parle de la politique, personne ne sait qui est le chancelier de l'Allemagne. Je veux dire, au niveau de gens qui sont à l'université, des étudiants, l'Europe s'est effacée.
Elle s'est complètement effacée. C'est une caractéristique internationale. La présence de la Chine, par exemple, la présence de la Corée du Sud, sur le plan de la culture, ce qu'on appelle la K-pop, par exemple, tu as la présence de la Turquie. La Turquie, par les feuilletons télévisés, est très présente en Amérique latine. Le soft power de la Turquie, le soft power de la Corée du Sud, le soft power du Japon sont très présents. Tu n'as rien de semblable concernant la culture européenne, même dans le soft power. La musique, la télévision, les chansons, etc. Donc l'Europe est très effacée. Et les produits européens, tu vas dans un grand pays d'Amérique latine, tu vas aller au Mexique prochainement, compte le nombre de véhicules européens. Tu n'en as pas. Tu ne vois pas. Avant, tu voyais encore des Mercedes, des Audi, des voitures allemandes avec un peu de prestige. Tu n'en vois plus. Toutes les voitures sont ou japonaises, ou de Corée du Sud, ou chinoises maintenant. Chinoises. On a dans la Maison-Blanche maintenant Marco Rubio et l'Amérique latine pour les États-Unis redevient, on a l'impression, un axe stratégique pour un néocolonialisme. Il y a ce qu'ils veulent faire avec le Venezuela. Comment tu le vois, cette arrivée de Marco Rubio dans la Maison-Blanche? Est-ce que ça change réellement quelque chose vis-à-vis de l'Amérique latine? Je pense. C'est la première fois qu'un secrétaire d'État, c'est-à-dire un ministre des Affaires étrangères américain, est d'origine latine, d'origine hispanique, latino-américain. Ses parents ont quitté Cuba, mais avant l'arrivée de Fidel Castro. C'est pas... Lui dit que c'est des réfugiés politiques, mais c'est pas le cas. Ce sont des réfugiés économiques. Ils avaient émigré aux États-Unis. Mais lui est très militant, anti-gauche, latino-américaine, et donc il est très allié. Par exemple, là, au moment où nous parlons, comme tu sais, au Brésil, il y a une décision judiciaire qui vient d'être prise très importante. Bolsonaro vient d'être condamné en première instance à 27 années de prison pour sa tentative de coup d'État. En 2022, quand Lula a gagné les élections, tu te souviens qu'il y avait eu une tentative d'occupation des principaux lieux de pouvoir. C'était le 6 janvier, c'était la copie de ce qui s'était passé le 6 janvier à Washington. Donc, il a été condamné. Et Marco Rubio a condamné cette décision de justice, a dit que c'était une justice politisée. Et Trump aussi Ils ont par conséquent un regard maintenant, Marco Rubio, à l'égard de l'Amérique latine, qui est, comme tu dis, un regard néocolonial. Si on perd le reste, si on perd l'Afrique, disent, point de vue des néo-impérialistes américains, l'Afrique est peut-être perdue, l'Asie est en débat, mais l'Amérique latine doit redevenir ce qu'on a toujours considéré comme la cour intérieure des États-Unis, la cour gardée. Donc, il y a cette volonté de reprendre avec l'appui de l'extrême droite latino-américaine, qui est présente en Argentine, qui est présente en Équateur, qui demain pourrait arriver au pouvoir au Chili. Il y a des élections dans un mois au Chili. Le deuxième candidat le plus voté, c'est un candidat de l'extrême droite, qui est très présente au Pérou, qui dans un certain nombre de pays, la question se pose. L'année prochaine, des élections en Colombie, la droite peut revenir au pouvoir. Donc, ils ont cette tentation de reprendre le contrôle de l'Amérique latine. Qu'est-ce qui gêne? En Amérique latine, il y a des pays comme le Nicaragua, aujourd'hui le Honduras, Cuba, le Venezuela, la Colombie, le Brésil, qui sont des pays de gauche. Et là, évidemment, c'est là où ils sont prêts à la confrontation, ce que nous disions tout à l'heure à propos du Venezuela. Ils ont une flotte de guerre à la frontière du Venezuela. Est-ce que cette guerre pourrait réellement éclater aussi? Donc, est-ce que cette flotte qui est là, américaine, le Venezuela, peut, selon toi, aussi réellement intervenir militairement? C'est une option réelle, selon toi? C'est une option réelle, c'est-à-dire que jusqu'à présent, il n'y a jamais eu, depuis très longtemps, depuis la baie des Cochons, en 1961, il n'y a jamais eu une flotte qui menace, une flotte de guerre. Elle est constituée actuellement de 8 vaisseaux de guerre et un sous-marin nucléaire. Ce n'est pas une flotte d'invasion. Il y a à peu près 6000 hommes armés, je veux dire professionnels indépendamment
des professionnels qui s'occupent des bateaux, mais des militaires, des guerriers, disons, il n'y en a que 6 000, c'est insuffisant pour envahir et occuper un pays comme le Venezuela, qui est quand même un pays de 40 millions d'habitants. Mais il faut se souvenir que pour envahir l'Irak, en 2003, les États-Unis avaient assemblé, tu te souviens, dans la région du Golfe, 500 000 hommes. Et toute une armée, une flotte et des porte-avions, etc. Donc, ce n'est pas de la même dimension. Mais c'est suffisant, par exemple, Peter, pour conquérir ce qu'on appelle une tête de pont, une petite île, par exemple, ou une grande île vénézuélienne, et installer un gouvernement qui aurait l'appui, qui serait considéré comme le gouvernement légitime et à qui on apporterait notre appui. Et à partir de ce moment-là, évidemment, ce serait une possibilité d'une confrontation militaire. C'est aussi la possibilité que cette flotte, qui est équipée de missiles de précision, soit capable de faire des interventions de type chirurgical, un peu à l'israélienne, contre la direction de la révolution bolivarienne au Venezuela. C'est possible. En tout cas, c'est une pression militaire qui est inacceptable et qui ne se justifie pas. Il le justifie par le trafic de drogue. Mais les arguments, je veux dire, les données statistiques des services américains montrent bien que les lignes de transfert de drogue vers les États-Unis partent à 87% de la Colombie ou de l'Équateur, passe par le Pacifique. Il y a à peine, selon les statistiques américaines, les documents les plus récents, d'août 2025, ce sont des chiffres qui disent que par le Venezuela, il y aurait à peine 5% de la drogue qui arrive aux États-Unis qui passerait par le Venezuela. Donc ce n'est pas une justification suffisante. Ils ont attaqué une barque sous prétexte qu'elle portait de la drogue et ils ont détruit cette drogue et tué les 11 personnes qui étaient, en les qualifiant de narcotrafiquants. Tous les observateurs les plus sérieux, et notamment américains, académiciens américains, spécialistes de la drogue, disent une barque qui transporte de la drogue, transporte pas des gens. Si vous mettez 11 personnes dans une barque qui est 2 fois grande, comme ça, vous pouvez pas mettre de la drogue. Donc c'était pas de la drogue, ils transportaient des migrants clandestins, mais vers le Trinidad-Tobago, pas vers les États-Unis. Ils disent qu'ils l'ont attaqué en eau internationale. Il n'y a pas d'eau internationale là où il a été attaqué. C'est entre les eaux du Venezuela et les eaux du Trinidad-Tobago. Le Trinidad-Tobago est une île qui se voit de la côte vénézuélienne. C'est comme si en face d'Ostende, à 15 km, il y avait une île. On la verrait. C'est ça, Trinidad-Tobago. Et ils ont détruit la barque entre ici et Tobago. Donc, par conséquent, et en plus de ça, c'est un crime. Parce que même si c'était des narcotrafiquants, vous n'avez pas le droit, vous, en tant qu'État, de les tuer. Il faut les juger, il faut prouver que c'est des narcotrafiquants. Mais Peter, ça fait aussi partie du monde brutal dans lequel nous sommes. Il y a une sorte de brutalisme politique qu'évidemment Israël pratique quotidiennement à Gaza. On détruit une école, on détruit une église, on détruit un hôpital, on détruit une tour d'appartement, mais on dit le Hamas était là. Il y avait une cellule du Hamas, voilà. Ça suffit pour les tuer, pour les détruire. Et Trump fait la même chose. Il détruit une barque avec 11 personnes à bord et il dit il transportait de la drogue. Comme s'il transportait de la drogue, parce que maintenant, Trump et l'administration Trump considèrent que les narcotrafiquants sont assimilés à des terroristes. Donc, encore faut-il voter les lois, encore faut-il même que, du point de vue juridique, ce soit autorisé, ce qui n'est pas le cas. Donc ce brutalisme dans lequel nous sommes aujourd'hui, qui permet maintenant à un État de utiliser la force la plus brutale pour achever un adversaire, sans que la question juridique, que la question du droit soit posée, c'est ça qui change le monde dans lequel nous sommes par rapport au monde d'après la Seconde Guerre mondiale. J'ai aussi lu, Ignacio, une interview de toi où tu en parlais et tu disais aussi, il y a peut-être la multipolarité et la diversification des centres de pouvoir, mais c'est pas encore la même chose que l'existence que, par exemple, que l'Union soviétique a eu, et l'influence que l'Union soviétique a eue sur les mouvements de libération, mais aussi sur les idées partout, pour donner un espoir pour une autre société. Donc,
la brutalité du capitalisme et de l'impérialisme aujourd'hui qu'on voit nous tous, mais comment est-ce que toi tu vois cette nécessité d'une alternative aussi au niveau des idées, cet espoir qu'on a tous besoin aussi, un espoir pour une alternative humaine à cette situation. Voilà, c'est la question qui se pose aujourd'hui. Voilà, on parlait des BRICS tout à l'heure. Évidemment, nous sommes dans un monde qui construit face à un monde unipolaire, hein, dirigé par les États-Unis, dominé par les États-Unis sur tous les plans. Et ça le reste largement. On ne dit pas, c'est pas un empire qui a disparu. C'est un empire qui est bien présent et bien puissant. Et on vient de parler de la capitulation de l'Europe, la dernière capitulation de l'Europe. Mais disons que à ce monde-là succède peu à peu, on est en train de le voir, un monde multipolaire, un monde avec des pôles différents. Voilà la Chine, voilà la Russie, voilà le Brésil, voilà l'Afrique du Sud, voilà l'Indonésie, etc. Oh, le Nigeria, l'Égypte, bon. Mais ce monde-là, ou cette association-là, nous disions tout à l'heure, elle a comme caractéristique d'être des pays non occidentaux. Ça ne fait pas un espoir pour l'humanité. Or, l'humanité a besoin d'un projet d'espoir, d'un projet d'espérance. Le communisme, bien entendu, on sait ce qu'il a provoqué, et notamment ce qu'a été le stalinisme. Mais le socialisme, le communisme, tout au long la seconde moitié du 19e siècle et tout au long du 20e siècle, ça a été un projet de créer une autre humanité auquel beaucoup de gens ont cru. Là, il n'y a rien qui ressemble à ce type de message eschatologique, c'est-à-dire des fins ultimes, comme le christianisme en a un. Il n'y a pas ce discours-là, il n'existe pas. On a d'une part, comme tu le signales, le brutalisme du capitalisme d'aujourd'hui, qui est prêt à se libérer des limites que lui impose le droit pour imposer ses intérêts, Gaza et ce qui est en train de se passer en Amérique du Sud pour les États-Unis. Et d'autre part, bien entendu, face à ça, nous avons l'embryon des BRICS, mais qui n'a pas un discours agglutinant et un discours, je répète, eschatologique, un discours de la fin ultime, vers où nous allons. Et ça, on en est un peu orphelin aujourd'hui, Peter. Et les partis, c'est ta mission, ont aujourd'hui la mission de proposer ce projet. Effectivement, donc on doit terminer. Ignacio, je te remercie beaucoup. Et en tout cas, il y a encore le livre qui, tu l'as dit tantôt, peut-être va être réédité pour le centenaire de Fidel Castro, et peut-être aussi en relisant la sagesse de Fidel Castro, on peut trouver peut-être en adaptant, en actualisant ses pensées pour aujourd'hui. Mais on est bien d'accord, il faut donner un horizon d'espoir, un horizon d'émancipation aussi. C'est le but aussi de Manifesta ici. Merci beaucoup, et je vais quand même le rappeler parce que c'est important pour nous. Si vous voulez suivre Tout bascule, donc le podcast, il faut vous abonner et partager le podcast. C'est super important aussi, les gens qui sont ici à Manifesta. Ignacio, super merci à toi, les idées, pour ta présence ici. Et merci. On va se voir encore plus. Je l'espère. Merci Vida. Ceci est un podcast Facto, un média marxiste créé par le PTB. Si vous vous demandez comment le monde fonctionne vraiment, suivez Facto sur les réseaux sociaux, sur YouTube et sur votre plateforme de podcast préférée. Abonnez-vous à notre canal WhatsApp pour recevoir tous les derniers épisodes en exclusivité. Facto. Comprendre le monde pour le changer.